L'étonnement qui était le nôtre, donc, sur les déclarations qui ont été faites dans la presse concernant ce rapport. Je rappelle simplement, à l'appui de ce que disait notre responsable de groupe, Jacques Colombier, tout à l'heure, que nous avons été les seuls à respecter strictement cette confidentialité, tout en comprenant les réactions que vous-même et le groupe des Républicains ont été amenés à faire à la suite des déclarations de Mme Royal et de M. Macaire. Quoi qu'il en soit, ce rapport vient éclairer les extraordinaires égarements dans la gestion de l'ancienne région. Il confirme la dégradation générale des comptes de la collectivité depuis 2011, avec une accélération à partir de 2014. Augmentation des charges à caractère général, plus 27%, des charges de personnel, plus 14,5%, des emprunts, plus 51%, passant de 302 à 457 millions d'euros. La conséquence de cette envolée des charges a été la dégradation de la capacité d'autofinancement brut, ça a déjà été souligné, moins 67%, réduisant à néant l'épargne nette et plombant la capacité de désendettement à 19 ans, bien au-delà de cette année de référence. C'est donc la volonté de gonfler artificiellement l'épargne nette qui a conduit l'exécutif picto-charentais à opérer un report massif des charges de 2015 sur 2016, générant des impayés déstabilisant de nombreuses entreprises. Concernant sa dette, elle est constituée majoritairement d'emprunts à taux variable, notamment ceux de 17 prêts structurés toxiques, 148 millions d'euros, et des 4 swaps pour 23 millions d'euros, nécessitant aujourd'hui une stratégie de défaisance. On est évidemment très loin d'une gestion prudente et un bon père de famille. Hormis le risque qu'ils font courir à la collectivité territoriale, ces prêts structurés font apparaître plusieurs dysfonctionnements importants dans l'organisation de l'ancienne région, ainsi que des irrégularités graves. C'est là-dessus que nous mettrons l'accent. Tout d'abord, on apprend que c'est le directeur général des Finances qui, en dehors de toute règle légale, signait les prêts de la région. Si cette grave irrégularité est imputable à l'exécutif, on peut toutefois aussi s'interroger sur l'attitude des banques, bien peu soucieuses de la qualité des signataires. Hélas, la prescription légale en la matière, même au 1er janvier 2016, semble-t-il, était dépassée pour envisager toute forme de recours qui nous aurait peut-être permis d'échapper aux obligations contractuelles, frauduleuses donc, de remboursement de ces emprunts. C'est du moins ce dont nous a assuré Monsieur le directeur général des services. De plus, ce rapport nous informe que l'ancien président, bien que contacté par courrier ou courriel par la SFIL, en ce qui concerne les prêts toxiques de Dexia notamment, et le fonds de soutien mis en place par l'État pour les autres prêts toxiques, n'a jamais donné suite à ces demandes. Les motifs invraisemblables selon lesquels les courriers électroniques ne lui auraient pas été transmis et les courriers papier ne lui seraient pas parvenus, suite à une mauvaise organisation du circuit du courrier, frôlent le grotesque, pardonnez-moi. On en vient à penser que ces courriers et courriels laissés sans suite tentaient de masquer une situation budgétaire tendue et difficile. Il témoigne aussi d'une absence totale de concertation et de dialogue entre l'exécutif et le service des finances, dont il est mentionné qu'il avait eu connaissance de ces informations. De même, les élus ne disposaient pas non plus des éléments nécessaires pour voter sereinement les budgets
et les comptes administratifs. On en vient à penser que ce dernier menait seul la politique fiscale et budgétaire de la région. Les raisons obscures pour lesquelles l'exécutif n'en a jamais été informé, les raisons obscures, en tout cas à nos yeux, nous laissent penser qu'il reste encore donc des zones d'ombre dans cette affaire. Pourquoi tout cela? Tout simplement parce que Madame Royal avait engagé la collectivité dans des choix politiques inconsidérés, dont la gestion financière et comptable lui échappait totalement. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, chers collègues, en dépit de l'appréciation de la Cour régionale des comptes, qui a renoncé à prononcer l'insincérité des comptes de l'ancienne région, nous ne pouvons nous empêcher, nous, de penser que nous sommes pourtant bel et bien en présence de comptes insincères. La ligne de défense de Madame Royal ne repose en effet que sur la justification de ses choix politiques qui excuseraient tout. Là réside donc, à notre sens, l'explication des graves irrégularités constatées qui nous conduit à maintenir notre appréciation d'insincérité. Pour autant, et nous sommes d'accord avec vous-même, Monsieur le Président, et Madame Calmels, il ne saurait être question de punir Poitou-Charentes pour l'avenir. J'en suis moi-même un élu et y suis profondément et personnellement attaché. Les conséquences de cette gestion se feront sentir sur le compte administratif de la région, inévitablement, qui a dû s'acquitter en 2016 des impayés picto-charentais. J'en ai terminé, Monsieur le Président.